Bonjour, je suis Bernard Nomblot, journaliste à universcience.tv. Nous allons passer 1 heure en compagnie de Jean-Charles Cuyandre, astronome à l'Observatoire canadien franco-hawaïen, qu'on appelle le CFHT, qui se trouve sur le volcan Mauna Kea à Hawaï. Cette liaison en direct se fait par Skype. Il se peut que l'image ne soit pas parfaite. J'espère que, comme cette liaison se fait avec l'autre côté de la Terre, vous nous pardonnerez les éventuels petits problèmes d'image qu'on pourra avoir. Jean-Charles Cuyandre, bonsoir. Vous êtes à l'Observatoire d'Hawaï. Parlez-nous un petit peu de cet observatoire. Racontez-nous comment, où il est situé et quelle est la spécificité de cet observatoire, s'il vous plaît. Alors, le télescope Canada-France-Hawaï a vu sa première lumière en 1979. C'est une collaboration internationale entre, donc, comme vous l'avez dit, entre le Canada, la France et l'État d'Hawaï, l'Université d'Hawaï en l'occurrence. Et donc, il se trouve au sommet du Mauna Kea, qui est un volcan dormant. Il préfère l'appeler dormant. La dernière éruption a lieu il y a 5000 ans. Donc, c'est une grande échelle de temps à l'échelle de l'archipel d'Hawaï, qui est un point chaud au milieu du Pacifique, donc avec un type de volcanisme plutôt souple. Et donc, on a ce volcan culmine à 4200 mètres d'altitude, ce qui fait la grande spécificité de ce site astronomique. Alors, le télescope, comme j'ai dit, a vu sa première lumière en 1979. On a célébré nos 30 ans donc l'année dernière, en 2009. Et au fil des 30 ans, on est passé à une grande catégorie de types d'instrumentation qui ont été mis sur le télescope pour couvrir différents types de thématiques scientifiques. Et donc, le CFHT, à travers cette aventure sur les 3 dernières décennies, a vraiment marqué son territoire sur des grands domaines tels que la cosmologie ou la science planétaire au sein du système solaire. Et donc, c'est difficile en quelques minutes de couvrir l'ensemble du sujet, mais 30 ans, c'est quand même très long pour la vie d'un télescope. Mais malgré tout, si vous regardez la productivité scientifique, elle est remarquable pour un télescope de cette taille, même dans les standards actuels. C'est justement ce que j'ai fait. J'ai regardé la liste des publications et depuis 30 ans, c'est extrêmement impressionnant. Par contre, comment fait-on pour qu'un tel instrument, qui a été donc conçu, je suppose, il y a une bonne quarantaine d'années au bout du compte, comment un tel instrument peut-il rester pendant 30 ans l'un des meilleurs du monde? Il faut anticiper en permanence sur les développements à venir? Effectivement, donc bon, l'essentiel, la grande force du CFHT, c'est l'endroit où il a été construit, c'est le sommet de Mauna Kea. Je suis sûr qu'on va revenir sur les spécificités du site qui fait le sommet de ce volcan le meilleur site d'observation astronomique dans l'hémisphère nord. Mais en termes de qualité de construction mécanique, le télescope est très bon. Il a une bonne qualité optique également, bien que les télescopes de plus récente génération soient bien meilleurs. Mais il y a des moyens de corriger de ces aberrations optiques telles que les pièces étaient construites dans les années 70. Mais vraiment, l'essentiel, c'est les surfaces optiques réflectrices qui équipent ce télescope. Essentiellement, c'est des réflectivités de l'ordre de 95 à 97%. Donc ça n'a pas vraiment évolué, cette technologie depuis des décennies. Par contre, ce qui a énormément évolué, c'est la manière dont vous capturez les photons qui ont été réfléchis par ces pièces optiques. Et donc, c'est toute l'instrumentation électronique qui va capturer les photons, ou la manière dont vous allez analyser la lumière, à savoir est-ce que vous faites de l'imagerie ou est-ce que vous faites de la spectroscopie, c'est-à-dire la manière dont vous allez analyser la lumière qui a été capturée par le télescope. Et donc, c'est à travers cette instrumentation que le télescope a gardé sa place à l'avant-garde de la recherche astrophysique mondiale. À propos d'instrumentation, justement, vous vous occupez de Megacam, l'instrument Megacam, qui est la plus grande caméra numérique en opération au monde. Parlez-nous un petit peu de cette caméra, de ce détecteur. Tout d'abord, je dois dire que c'est une caméra française. Elle a été construite par le commissariat à l'énergie atomique à Saclay. Donc, c'est une caméra qui équipe notre télescope depuis 2003 et qui fait suite à une longue génération de caméras numériques à très grand format qui ont été développées dès le début des années 90. On avait commencé avec une caméra de 16 millions de pixels, suivie de 64 millions de pixels. Et ensuite, comme la communauté scientifique répondait très favorablement à ce type de détecteur, on a construit une caméra de 100 millions de pixels. Et c'était intéressant de voir
je dirais vers la fin des années 90, il y avait une réflexion très forte prise pour comprendre quel pourrait être le rôle de notre télescope au sommet du Mauna Kea, alors que nos voisins tels que les Keck, Gemini et Subaru, qui sont des télescopes de 8 à 10 mètres, étaient implantés sur site. Donc c'était important de voir quelle était la science vraiment majeure qui pourrait être produite avec notre télescope, avec son miroir de taille relativement modeste de 3,6 mètres de diamètre, hein, de nouveau à comparer aux 8 à 10 mètres de diamètre, donc une surface collectrice 4 fois plus grande pour les plus grands télescopes. Et il s'avère que l'imagerie optique grand champ, donc c'est-à-dire capturer des grandes zones du ciel d'un seul coup avec une caméra digitale à très très haute résolution, était vraiment une niche idéale que personne d'autre ne pouvait vraiment couvrir. Donc quand on parle de grand nombre de pixels, là on parle déjà donc en 2003 de 340 millions de pixels. Donc c'est une caméra dont le détecteur fait 30 cm par 30 cm. Et donc, essentiellement, il faut voir ça comme le CFHT comme un gros appareil numérique équipé de ce senseur particulier. C'est ça, avec un gros détecteur qui est en plus, il faut le dire, 10, 20 ou 50 fois plus sensible que les plaques photographiques qui existaient lorsque le télescope a été mis en service. Effectivement, donc ça a été la grande chance de ce qui fait le grand succès actuel du CFHT. Vous parliez du taux de publication de notre télescope, qui est vraiment une très bonne métrique sur la productivité scientifique d'un télescope aujourd'hui. Et il s'avère que les 2 années passées ont été les années les plus productives du télescope au niveau de publication, ce qui est remarquable après 30 ans d'activité. Et donc le fait, pour revenir à cette idée de l'imagerie grand champ, le télescope ayant été conçu dans les années 70, le meilleur détecteur auquel les astronomes avaient accès pour capturer les longueurs d'onde optiques était la plaque photo, ou les plaques de glace sur lesquelles était déposée une gélatine. Et ces plaques photo, typiquement, faisaient de l'ordre de 25 cm par 25 cm. Et donc, les pièces optiques du télescope ont été construites pour pouvoir accepter ce type de format. Et ce qui fait que, au début des années 80, quand les premiers CCD, des détecteurs numériques optiques, sont arrivés à disposition des astronomes, ils faisaient à peu près 100 pixels par 100 pixels. Imaginez cela. Et donc, c'était un détecteur de quelques millimètres carrés contre une plaque photo de très grande taille, donc c'était un facteur 10 000 fois plus petit. Malgré tout, les astronomes ont embrassé cette nouvelle technologie et très vite la plaque photographique est devenue obsolète. Alors, imaginez de façon que ça, donc en 1983, la plaque photo était complètement abandonnée. Les détecteurs numériques étaient de taille très petite et il a fallu 2 décennies pour finalement construire, attendre que la technologie des détecteurs numériques avance suffisamment et qu'on puisse enfin paver le plan focal, l'ensemble de la capacité optique offerte par les télescopes avec des détecteurs numériques. Donc beaucoup de patience, beaucoup de travail. Donc moi j'ai eu la chance dès 1992 de commencer une thèse sur le sujet. Et donc j'étais vraiment sur un sujet porteur qui m'a permis de développer mon expertise ici au CFH. On voit en ce moment en alternance entre votre image, la mienne, mais aussi des extraits de votre film Hawaiian Starlight qui montrent des images absolument remarquables en accéléré. On voit les nuages, les mers de nuages autour des coupoles. On voit le ciel, le ciel étoilé qui se lève, qui se déplace derrière les coupoles. Ce sont des images absolument remarquables. On peut donc non seulement faire une science de très haut niveau, mais vous faites en même temps des images extrêmement esthétiques pour illustrer, si j'ose dire, le travail que vous faites sur place. À propos du travail que vous faites sur place, pour les 30 ans du CFHT, vous avez sorti une très impressionnante image avec la caméra Megacam. Donc, cette image mesure 1 degré carré, c'est-à-dire que, grosso modo, on pourrait mettre à peu près 4 pleines lunes dans cette surface. Donc voilà, vous voyez, ça fait une surface sur le ciel qui fait à peu près 4 pleines lunes. Et sur cette image, qui est pleine de petits points, de petites taches, le site internet du CFHT annonce qu'il y aurait 500 000 galaxies. Une question toute bête, vous les avez comptées, c'est une estimation, à votre avis? Non, effectivement, je n'ai pas compté une par une, mais on les a comptées de manière avec une approche scientifique, c'est-à-dire que vous prenez de l'ordre de 1/20 de l'image et vous comptez
à la main, où vous avez un logiciel qui vous aide à compter exactement le nombre de galaxies qu'il y a dans cette portion d'image. Et comme il s'agit d'une zone relativement homogène de l'univers lointain que vous observez, il est tout à fait raisonnable d'appliquer un facteur 20 au niveau du comptage que vous avez appliqué sur la petite portion. Ce qui permet également de compter, dans ce cas-là, le nombre complet de galaxies que vous auriez dans l'univers. C'est ce genre de métrique que les gens utilisent. Mais effectivement, cette image, le niveau de détection est très fort. C'est-à-dire que vous voyez des objets qui sont très loin dans l'univers. Et le chiffre certainement final de l'image est extrêmement proche de 500 000. Et globalement, il y aurait combien de galaxies photographiables aujourd'hui dans l'univers? Tout dépend en fait de la longueur d'onde dans laquelle vous observez, parce qu'il y a un phénomène d'obscurcissement par des poussières à grand redshift, à très grande distance. Donc le nombre quand on observe dans les longueurs d'onde optiques, telles que celles qui sont accessibles avec Megacam, vous n'allez pas forcément voir les objets les plus lointains qui sont encore enfouis. Donc, par exemple, la nouvelle génération du télescope spatial va pouvoir investiguer ça un peu plus. Alors, à notre niveau, avec ce type d'image qu'on a pu créer avec un champ qui a été intégré au fil d'années et d'années, c'est-à-dire que l'image dont vous parlez, il s'agit quand même de centaines d'heures d'intégration avec Megacam. Ça s'est pas fait en une nuit, toute évidence. Il a fallu des années et des années pour prendre chaque pose individuellement, puis finalement les empiler numériquement en traitement d'image ultérieurement, en particulier par un centre de traitement de données basé à Paris qui s'appelle Therapix, et donc qui a produit d'ailleurs cette image que vous voyez sur le site du CFH. Et donc si vous appliquez ce comptage, vous arrivez à de l'ordre de, il me semble, quelque chose comme 100 milliards de galaxies. On ne doit pas être très loin. Oui, je pense que c'est à peu près le chiffre qu'on cite, enfin qu'on trouve dans différentes publications de nos jours. De toute façon, c'est un chiffre qui ne veut pas dire grand-chose, ni pour vous, ni pour moi, globalement. Que signifie 1 milliard, que signifie 10 milliards ou 100 milliards? Pour nous, c'est à très peu près la même chose. Je voulais qu'on parle un petit peu des conditions de travail, parce que les gens qui ont l'image, là, se rendent compte qu'à 10 h du soir, vous êtes en chemisette. Vous n'êtes pas au sommet du Mauna Kea à 4200 mètres. Non, effectivement. Alors, comme vous pouvez le voir en fait, sur les images qui sont montrées du film, c'est à 4200 mètres, les conditions peuvent être extrêmement difficiles. Donc, au niveau du modèle d'opération tel qu'il a été connu il y a 30 ans, jusqu'il y a à peu près il y a 10 ans, nous avions un modèle où les astronomes venaient de France, du Canada, de l'Université d'Hawaï et passaient des nuits au sommet à manipuler eux-mêmes l'instrument pour acquérir leurs données. Alors, il s'avère que quand vous recevez ces visiteurs qui ont voyagé pendant de nombreuses heures, ils sont fatigués. Ils ne vont pas forcément être les personnes les plus optimales pour utiliser une technologie avancée telle que les instruments qu'on monte sur notre télescope. Et donc, il est apparu vite qu'il était préférable de prendre en main nous-mêmes au niveau du CFHT le processus d'observation. Donc, les gens nous disent ce qu'ils veulent. On met tout dans une corbeille et puis en fonction des conditions données au niveau de transmission atmosphérique, de la qualité du site, au niveau de la faible turbulence au-dessus du Mauna Kea, on va définir du rang classé au niveau de la valeur de la science qui est proposée par ces scientifiques. On va définir effectivement ce qui va être fait à un moment donné avec le télescope. Alors, là, effectivement, on est en février, on est à Hawaï, et bon, sur une pièce à 800 mètres d'altitude dans les bâtiments administratifs du CFHT. Donc, on est à peu près à 1h30 de route du sommet, à peu près à 15 km à vol d'oiseau, mais ça prend du temps quand même finalement pour monter sur la montagne. Mais compte tenu des conditions physiologiques difficiles là-haut, hein, vous avez un manque d'oxygène, donc c'est pas forcément facile de penser. Sachant que les nuits peuvent être très longues, parce qu'on n'est pas loin de l'équateur. Donc, le soleil, par exemple, en ce moment, se couche à 6h30, et puis il va se lever 12 heures plus tard. Et donc, même en été, la variation durée des nuits été-hiver est très faible, hein, de nouveau, grâce à notre présence très bas, à une latitude de plus 20 degrés. Donc, tout ça pour dire, c'est passer 12 heures là-haut, c'est pas forcément évident, surtout s'il faut réfléchir. Et donc, il a été établi assez vite que ce serait beaucoup mieux si, d'une part, c'est les gens du CFHT qui s'occupent de faire les observations, mais également s'ils peuvent être dans un cadre un peu plus tolérable au niveau physiologique. Et donc, on a développé une salle de contrôle
dans notre bâtiment administratif ici à Waimea, donc là où je me trouve en ce moment. Et effectivement, la température est tout à fait acceptable, même à 10 heures du soir, à cette période de l'année. Et donc les écrans qu'on voit derrière vous sont des écrans de contrôle de ce qui se passe à 4200 mètres, c'est-à-dire bien au-dessus de vous. Effectivement. Alors donc là, nous parlions du télescope qui a 30 ans, mais si en fait on prend l'exemple qui est donné sur la majorité des télescopes à travers le monde, c'est qu'il y a une avancée vraiment de plus en plus forte de niveau d'automatisation. Et donc ce que nous avons décidé pour ce télescope, c'est d'ici 2 ans que l'ensemble des opérations au sommet sera totalement autonome. Donc vous n'aurez plus qu'une seule personne, il y aura quelqu'un qui fera un contrôle certainement journalier au niveau des systèmes. Mais la personne qui contrôlera le télescope, on va parler à ceux qui se trouvent en ce moment au sommet là-haut, là, mais ces personnes-là se retrouveront dans cette salle de contrôle où je me trouve à présent. Et donc l'idée, tous ces écrans que vous voyez derrière moi ont été installés il y a quelques mois en préparation de ce projet, qui est le projet d'automatisation. Et donc c'est une duplication de tous les écrans de contrôle que nous avons au sommet. Donc comme on se trouve sur un site terrestre et qu'on est sujet aux caprices de la météo, même à Hawaï, il peut neiger sur la montagne. Mauna Kea veut dire la montagne blanche en hawaïen. Donc, puisque quand il y a des chutes de neige, la basse pression fait que la neige persiste très longtemps, particulièrement sur la face nord. Et donc, pendant très longtemps, vous voyez cette montagne blanche, même si quand vous êtes à la plage, qui est relativement remarquable. Et donc, quand ces gens seront passés dans cette salle de contrôle, on aura toutes ces opérations seront faites ici. D'accord, donc vous allez vous retrouver avec un site totalement automatisé dans lequel il n'y aura personne au moment des observations. Je suppose la ronde se fera avant, au moment du coucher du soleil, pour vérifier que tout fonctionne bien. Et vous ou les autres observateurs, vous serez soit à Wainea, 800 mètres d'altitude, soit au camp de base qui est à 2800 mètres d'altitude, c'est cela ? Voilà, donc le camp de base qui est une zone qui s'appelle Halepoaku, et donc c'est une base en fait hôtelière qui est énormément utilisée par les gens qui ont toujours un modèle ancien de fonctionnement où vous avez les observateurs qui montent au sommet à passer la nuit, ensuite on redescend au lever du soleil, on essaie de dormir malgré l'altitude relativement élevée, ce qui n'est pas forcément évident. Je dirais un des éléments les plus difficiles là-haut, c'est le faible taux d'humidité. Typiquement, c'est 0%. Donc ça également, c'est assez taxant au niveau de l'organisme. Et donc, même pour dormir à 2800 mètres dans ces conditions, ce n'est pas forcément toujours évident. Et donc, cette base hôtelière va sans doute petit à petit s'alléger en termes d'opération. Donc, les développements de nouveaux télescopes vont forcément amener un nouveau type de population, à savoir les gens qui vont construire les nouveaux télescopes. Mais essentiellement, je pense que pour le CFHT, les opérations vraiment tiendront place ici à 800 mètres d'altitude. Ça va être en fait vous allez y gagner en confort de vie tout simplement, et donc vraisemblablement en efficacité également. On peut le supposer en tout cas. Le CFHT, depuis qu'il existe, a été capable d'observer pratiquement tout, c'est-à-dire depuis le système solaire, par exemple je pense au petit corps du système solaire, aux planètes naines au-delà de Pluton, jusqu'à la répartition des galaxies dans l'univers. Si je vous demandais, vous, quel est votre centre d'intérêt en astronomie? Qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement? Assez naturellement, mes centres d'intérêt sont associés au type d'instrumentation et de techniques observationnelles que je développe. Et en l'occurrence, je suis intéressé par l'univers proche, à savoir le groupe local de galaxies, donc la galaxie d'Andromède M31 ou M33, sur lesquels j'ai publié quelques papiers sur les populations stellaires. Essentiellement, mon intérêt principal reste dans les régions du halo, et donc les interactions avec les zones externes, donc contenu en matière noire, propriétés des zones externes d'une galaxie. D'accord. Pourquoi on a vaguement parlé du fait qu'il y avait de nombreux télescopes au sommet du Mauna Kea, mais on n'a pas dit pourquoi. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait tous ces télescopes? Effectivement. Alors, donc, il y a plusieurs aspects. Donc, si vous cherchez un point pour observer l'univers profond, il faut d'abord un site avec un ciel très noir.
Et donc, il faut être loin de zones peuplées. Donc, il s'avère que la grande île d'Hawaï, qui a elle-même couvre 2 fois la surface de tous les autres îles de l'État d'Hawaï, environ une population de 160 000 habitants, ce qui est très faible en fait. Il y a très peu de gens au kilomètre carré. Et en plus, la population est concentrée dans 2 zones urbaines, à savoir Hilo sur la côte est et Kona sur la côte ouest. Et donc, la pollution lumineuse est très très faible. Alors, en plus, comme on a la très haute altitude du volcan, il y a la fameuse couche d'inversion qui est un phénomène atmosphérique qui fait que les nuages s'arrêtent à une certaine altitude, typiquement à peu près 2000-2500 mètres. Et donc, vous avez cette couche nuageuse qui, en plus, va bloquer toute la lumière qui se trouve en dessous. Donc, il n'y a pas de population qui vit au-dessus de ces altitudes. Là, le ciel est extrêmement sombre, un des ciels les plus sombres de la planète. Donc ça, c'est un des points importants. Deuxième, c'est la météo. Comme on est à Hawaï, on est dans une zone relativement clémente au niveau météo. Donc, le temps perdu en moyenne par année est de l'ordre de 20 à 25%. C'est-à-dire que le dôme est fermé parce qu'il y a de la neige ou c'est couvert, on ne peut vraiment pas capturer de photons de l'univers. Donc voilà, ça c'est le deuxième paramètre. Et le troisième, qui n'était pas forcément un point important au début, quand les gens ont installé des télescopes sur Mauna Kea, mais qui est devenu vraiment le Graal de l'astronomie, c'est la très haute stabilité de l'atmosphère au-dessus de la montagne, qui nous permet d'avoir une très très haute résolution angulaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si vous mettez un télescope du type CFHT en bord de mer, vous allez avoir une énorme scintillation, savoir ce qui fait que les étoiles scintillent. Mais si vous êtes même en tant qu'être humain, en utilisant votre œil pour voir le ciel quand vous êtes au sommet du Mauna Kea, il est remarquable de voir que ça paraît comme une image où rien ne bouge. C'est-à-dire que l'atmosphère est tellement stable que le flux des étoiles n'est absolument pas perturbé quand il traverse l'atmosphère. Alors, à l'œil humain, vous ne percevez pas, mais si vous prenez un télescope de la taille du CFHT, vous allez commencer à voir ça. Mais malgré tout, ça reste exceptionnellement stable. Et donc, maintenant, les gens utilisent de l'optique adaptative pour corriger, et même au-delà. Mais ça fait pas de mal de commencer déjà avec une bonne base. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu une ruée vers ce site, qui est aujourd'hui le plus grand site astronomique en termes optique infrarouge au monde. Parce que vous voyez qu'on voit sur cette séquence qui vient juste d'être montrée à l'écran, on a les Subaru, les 2 Keck, chacun des Keck étant le télescope plus grand au monde. Vous avez le Gemini qui est également, donc ça fait 4, 8, 10 mètres présents côte à côte. Et donc, c'est vraiment ces éléments qui sont importants. Alors, vous auriez peut-être vu dans certaines séquences également des petites antennes, ce sont des télescopes millimétriques. Alors, eux, ils ont le grand avantage d'être au sommet du Mauna Kea, puisque pour un paramètre qui, lui, ne nous apporte pas beaucoup, c'est que la très grande sécheresse de l'air permet aux ondes millimétriques de pénétrer jusqu'au sommet du Mauna Kea. Et donc, ça, c'est très important pour eux. Oui, oui, on en avait parlé il y a quelques semaines lors d'un direct avec les gens de l'observatoire ALMA au Chili, qui nous ont effectivement parlé en détail de tout l'intérêt d'une atmosphère très sèche pour leurs recherches. Donc on a vu effectivement quelques antennes millimétriques. Je voulais vous poser une question peut-être très naïve, mais il y a plus d'une dizaine de télescopes qui se partagent le sommet du Mauna Kea. Est-ce qu'il reste encore de la place pour en installer d'autres, ou est-ce que le jour où on voudra mettre un nouveau télescope, il faudra en enlever un ancien? Oui, la réponse courte est oui, il faudra enlever un ancien. Et en fait, on le voit actuellement, il y a des télescopes qui ont été installés sur la montagne il y a une vingtaine d'années, qui finalement le financement va arriver à bout, parce que le télescope n'est plus compétitif avec d'autres instruments qui sont construits. Vous avez mentionné ALMA qui va révolutionner ce domaine millimétrique. Et donc, il y a des télescopes comme le CSO, le JCMT qui sont actuellement installés sur Mauna Kea qui vont être mis à la retraite. Donc, ça implique qu'il va falloir les démonter, etc. Alors, malgré tout, plus on va dans les avancées technologiques, plus les gens veulent des télescopes de plus en plus grands, ce qui est inévitable. Et donc, vous ne pouvez pas néanmoins recycler un site sur le montagne en simplement rasant l'ancien télescope et mettant quelque chose de plus grand. L'espace est relativement limité, hein, parce qu'on parle du sommet qui est quand vous y êtes en tant que personne, ça paraît énorme, mais en termes d'implantation de télescope, ce n'est pas forcément évident. Alors, il y a un nouveau projet d'installation d'un télescope, qui est un télescope de 30 mètres de diamètre, optique infrarouge,
qui est tellement grand qu'il n'y a aucune chance de pouvoir le mettre sur les côtes tel que là où on voit sur les... Vous avez vu sur les séquences que tous les télescopes se trouvent les uns à côté des autres. En fait, il s'agit de la crête d'un cratère qui a été érasé pour pouvoir installer les télescopes à cet endroit-là. Donc clairement, un télescope de 30 mètres de diamètre demande une base de l'ordre de 40 mètres de diamètre, ça ne va pas tenir là. Donc ils ont décidé de se déplacer un peu, juste en dessous un peu du sommet, à peu près à 600 mètres ou 1000 mètres au nord de notre site. Ils seront sur ce qu'on appelle le plateau nord. Et donc, ça sera le nouveau site d'implantation de très très grands télescopes. Est-ce qu'un chantier comme ça, pour un télescope de 30 mètres de diamètre, je rappelle que le record à l'heure actuelle est quand même de 10 mètres et que là, il s'agit réellement d'un saut technologique, est-ce que le travail sur un chantier de cette dimension ne risque pas de poser de problème, par exemple en termes de déplacement de poussière ou de choses comme ça, pour vos observatoires qui sont pour les autres observatoires à proximité? Absolument. Donc, un des points, d'ailleurs, si vous montez sur la montagne, vous verrez que la route a été goudronnée dans les derniers kilomètres, justement pour limiter la poussière qui est extrêmement fine en fait sur le sommet du volcan. Hein, parce que, comme je disais, l'érosion a pris place au fil de milliers d'années. Et donc, vous avez cette poussière très fine. Et quand vous transportez un véhicule, ça lève de la poussière. Alors, la circulation est très limitée pendant la nuit quand les dômes sont ouverts et effectivement la poussière pourrait monter au niveau des fentes et se déposer sur les pièces optiques. Mais pendant la journée, ce n'est pas vraiment un problème. Et donc, là, pour la construction d'un nouveau télescope, sachant que celui-ci en plus serait sur le plateau nord, ça ne poserait pas vraiment un problème. Mais pour revenir, pour conclure sur cette histoire de nouveau télescope, il y a des textes, un accord qui est vraiment établi qu'on ne peut pas construire de nouveaux télescopes sur le Mauna Kea sans la condition qu'il y en a un ancien qui disparaisse. Et donc, il y a des discussions qui prennent place justement parce qu'il y a des nouveaux télescopes, pas forcément les plus grands, qui pourraient être également installés sur le site d'anciens télescopes. Oui, alors ce projet de télescope de 30 mètres de diamètre est un projet états-unien, d'Amérique du Nord, c'est ça? Les Européens ont eux aussi, je crois, un projet de télescope gigantesque qui serait, aux dernières nouvelles, plus grand, puisqu'il est question d'un télescope de 50 mètres de diamètre, qui, lui, ne serait pas installé au Mauna Kea, mais vraisemblablement au Chili, si je ne me trompe. Oui, tout à fait. Donc là c'est intéressant. C'est en fait les Américains, en fait, c'est même pas les Américains, c'est l'université de Caltech, Californie, qui était à la base, qui était à l'origine des programmes Keck, hein, ces deux grands télescopes extrêmement qui ont fait une vraie révolution au niveau de l'astronomie qu'ils ont apporté. C'était vraiment les premiers grands télescopes à être mis en opération. Mais néanmoins, les budgets pour ce type de télescope de 30 mètres sont vraiment colossaux. On parle près d'environ, on va dire, 1 milliard de dollars. Et donc, une université elle-même, avec tous les dons privés, ne peut pas gérer ça. Donc, ils ont des associations. Donc, il y a pas du travail avec le Canada. À présent, les Japonais sont impliqués dans le projet et les Chinois également sont en train de prendre place. Donc, c'est intéressant de voir les Européens et puis les autres, c'est le reste du monde. C'est intéressant. Alors, au niveau des Européens, je pense qu'ils en sont maintenant à un diamètre de 42 mètres. Et tout le monde est d'accord, ce serait dommage d'avoir, s'il n'y a que deux très grands télescopes qui sont construits au monde, puisque compte tenu des budgets colossaux qui sont mis en jeu, ce serait dommage de les mettre dans les mêmes hémisphères. Donc, ce qui s'est passé au fil des 5 dernières années, c'est que les gens du TMT, donc les Américains, ont investigué différents sites à travers le monde qui pourraient sur lequel on pourrait construire ce grand télescope, à savoir que quand vous impliquez ce genre de financement et l'échelle de temps pour opérer un télescope, nous on vient de parler des 30 ans pour le CFHT, ça devrait être au moins cette échelle de temps pour un télescope de cette classe. Donc il faut vraiment s'assurer que vous trouvez le meilleur site pour ce télescope. Donc ils ont cherché pendant 5 ans, et il est remarquable de voir que leur conclusion finale, c'était que le Mauna Kea était le meilleur site. Le numéro 2, néanmoins, était un site au Chili, quasiment égal en nombreuses performances. Et il s'avérait que, logiquement, je suppose que les Européens vont faire ce site. Il y a un internaute qui réagit en disant 1 milliard de dollars pour un télescope de 30 mètres, et il pose la question de savoir combien a coûté le télescope spatial Hubble. C'est une bonne question, hein? Hubble, c'est difficile de voir
comment je peux vous donner de réponse politicien, c'est si on regarde euh, l'impact scientifique absolument incroyable de ce télescope, qui allait bien au-delà de ce qui avait été même imaginé c'est difficile de se plaindre du coût qui a été établi sur l'échelle, enfin, sur les épaules des contribuables américains. Il me semble que c'est au final de l'ordre de 6 milliards. Si Je crois que c'est à peu près de cet ordre-là. Et il faut compter aussi 1 milliard de dollars à chaque fois qu'on envoie une navette spatiale pour maintenir ou réparer le télescope en question. Il faut dire que Hubble a fait un travail remarquable. Il faut dire aussi que la NASA s'est remarquablement communiquée sur les résultats de ce télescope. Il y aurait peut-être de la part des Européens besoin de s'inspirer un peu de la communication. Ce que vous faites d'ailleurs. Vous, on voit des résultats du CFHT assez régulièrement. Il y a un vrai travail en direction du public, alors que ce n'est pas forcément le cas d'autres institutions européennes, on va dire. Un autre internaute me demande de quelle manière l'État d'Hawaï est associé au télescope CFHT. Alors, on a un statut très particulier, c'est-à-dire que sur la montagne, on est le seul télescope international dans lequel l'Université d'Hawaï a un parti pris, savoir qu'il contribue à 15% du financement, qui est de l'ordre de 7 millions de dollars par an, ce qui est extrêmement modique en fait, si vous regardez le rapport qualité-prix du télescope. Et donc, ils contribuent à ça, donc ils font partie du conseil d'administration, ils ont un droit de parole dans divers comités. Et donc, c'est quelque chose qui leur plaît beaucoup, parce que pour tous les autres télescopes, du fait que c'est eux, il s'agit de l'Université d'Hawaï qui gère le site en termes de distribution du sol, ils ont un accès à 10 ou je crois que c'est 10% de temps de chaque télescope. Donc, ce n'est pas le cas pour le CFHT, puisqu'ils sont partie prenante dans le financement. Mais pour Keck, Subaru, l'Université d'Hawaï a 10% de tous les temps de télescope sur la montagne. Ce qui fait de l'Université d'Hawaï l'université la mieux fournie au monde en termes de temps d'observation, ce qui leur permet d'attirer vraiment des astronomes de première pointe, parce qu'ils sont garantis d'avoir accès aux meilleurs instruments au monde. Et par conséquent, vous avez aujourd'hui l'Université d'Hawaï qui est la deuxième université la plus productive en termes de résultats astronomiques, après une grande université américaine. Je crois que c'est Berkeley qui est toujours numéro 1. Un internaute me dit que, pour autant qu'il sache, le Cerro Armason était meilleur du point de vue ciel pour installer ce télescope de 30 mètres de diamètre qui va être installé à Hawaï, mais que le site d'Hawaï aurait été choisi pour des raisons politiques. C'est possible, je n'en sais rien. Toujours est-il que ce projet américain va se trouver sur un État américain, donc on peut comprendre, je crois, qu'il y ait une certaine préférence états-unienne à mettre un télescope sur un territoire américain. Pour en revenir à ça, je vous en prie, continuez. Un site peut être défini à travers différents paramètres, c'est-à-dire que je vous ai parlé de l'obscurité du ciel. Il y a certainement un point sur lequel le Mauna Kea brille par sa qualité d'image. Il y a ce qu'on appelle une couche au sol qui est extrêmement spécifique à ça, et dont nous allons faire grand soin avec une instrumentation future qu'on est en train de préparer pour notre télescope, à savoir que quand vous regardez la turbulence qui est présente dans l'atmosphère, vous avez de la turbulence à très haute altitude, et également une couche qu'on appelle la couche au sol, qui peut être très empoisonnante, parce que c'est elle qui va vous perturber la qualité d'image dans les dernières fractions de mètres que la lumière capture parcourt avant de frapper votre pièce optique. Et donc, les avancées en optique adaptative ont fait que maintenant on peut commencer à corriger ce type de distorsion sur de très grands champs. Et donc, c'est ce qu'on essaie de voir en fait pour le futur à moyen ou long terme du CFHT, c'est de l'équiper d'optique adaptative à très grand champ, ce qui est relativement original comme approche, et donc de faire par exemple une super méga cam, à savoir qu'on aurait une caméra de 1,3 milliard de pixels dans ce cas-là, et une qualité d'image qui approcherait de l'ordre de 0,2 arc seconde en qualité d'image, qui nous met vraiment pas très très loin d'un télescope de type spatial.
Et je ne suis pas en train de faire gonfler les choses. On a, on a des stimulations et des études qui ont été faites, en particulier par le TMT, sur le site, qui semblent indiquer ça. Donc on a un futur qui est vraiment très, très excitant ici pour ce Il faut domaine. dire, pour les gens qui ne connaissent pas forcément parfaitement, l'optique adaptative, c'est la possibilité de compenser les défauts qui sont induits par l'atmosphère, par l'agitation atmosphérique, et donc, qui brouille les images. Et l'optique adaptative permet donc de compenser en temps réel ces déformations de l'image. C'est quelque chose qui n'est possible que depuis qu'on a des moyens informatiques dignes de ce nom, en tout cas. Et ça a été une avancée absolument phénoménale, et ça va être une avancée phénoménale dans les années à venir. C'est-à-dire qu'on peut espérer que des télescopes au sol de 5, 10, 20 ou 30 mètres de diamètre donnent ce qu'on appelle le pouvoir séparateur théorique, c'est-à-dire celui qui est prévu par la théorie, qui est en général très loin d'être atteint sur des télescopes conventionnels, si j'ose dire. C'est l'un des intérêts d'avoir mis le télescope Hubble en orbite autour de la Terre, c'est que là, il n'y a plus d'atmosphère, donc il n'est pas gêné par l'atmosphère. Par contre, l'optique adaptative va permettre d'avoir des télescopes sur Terre, tout en n'étant pas vraiment gêné par l'atmosphère. C'est bien ça ? Absolument. Et il est clair, effectivement, qu'il y a les très grands télescopes comme le ELT européen ou le TMT américain, japonais, etc., ne peuvent pas fonctionner sans l'optique adaptative. C'est vraiment quelque chose d'établi, ou également de la mécanique adaptative. Ces structures sont absolument colossales, et donc il faut vraiment gérer tout ça en temps réel. Alors j'ai une internaute appelée Carole qui me pose une question qui est beaucoup plus sur votre vie sur place, en me disant la vie à Hawaï doit être très agréable, il doit y avoir beaucoup de volontaires pour venir travailler à l'Observatoire d'Hawaï. Comment est-ce qu'on choisit les personnes qui vont venir travailler à l'Observatoire d'Hawaï, et combien de temps est-ce qu'ils peuvent espérer rester sur place? Ben, les gens pourraient peut-être être étonnés, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de candidats. En fait, je dirais sur les 10 années passées, on se bat à essayer de faire venir nos collègues français. Je pense que certains ont peur du facteur d'isolement, puisque si vous comparez le CFHT à un institut, par exemple à Paris, où vous avez un flot constant de chercheurs internationaux qui passent, ou même de collègues nationaux, vous avez vraiment ces interactions qui prennent place, qui vous permettent d'avancer dans vos recherches, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Donc, je pense qu'il y a également une mentalité du fait que le CFHT paraît petit en termes de diamètre, et que les gens se tournent sans doute vers les EELT, ce qui est tout à fait naturel, hein, les gens qui regardent le futur, mais il y a toujours de la très très belle science à produire avec un télescope tel que celui-ci, tant qu'on arrive à le conserver dans cette course, tel qu'on en a parlé durant cette interview. Et donc, je dirais que on est trois collègues ici français. Nous sommes ici depuis quasiment 1996, et on a un nouveau collègue qui arrive il y a quelques années. Donc au terme de vie, il faut vraiment savoir s'habituer à être isolé par rapport aux collègues dans les autres sites en France. Et au niveau de la vie, il faut savoir qu'on est dans un petit village où il ne se passe vraiment rien. C'est-à-dire que si à 8 heures, vous n'avez pas pris le temps d'aller sortir manger, c'est fini, quoi. Il faut aller prendre quelque chose au supermarché. La vie est très très calme, c'est très rural, on va le dire, parce que essentiellement c'est un ranch, c'est une série de ranchs tout autour. Donc moi ça me plaît beaucoup parce que ça me permet vraiment d'avoir une concentration très forte sur mon travail de haute technologie, tout en vivant dans un milieu relativement calme. Donc il faut savoir s'occuper pendant vos temps libres. Donc moi, j'adore la photographie, donc ce qui me permet de développer ma passion en étant associé forcément avec le Mauna Kea, parce que j'aime bien être sur la montagne. Mais il est arrivé d'avoir des gens, des collègues, hein, que ce soit américains ou canadiens ou français, qui viennent et qui ne peuvent pas s'adapter à la vie locale, parce que le rythme est extrêmement lent. On ne s'ennuie jamais ici au CFHT, et j'aime bien le saying, comment ça, le proverbe, une anecdote, non, excusez-moi mon français, mais may look like paradise, but it ain't vacation. So, peut-être ça ressemble au paradis, mais c'est pas des vacances ici. Le travail est toujours intense, mais néanmoins, y a pas, le niveau stress, je dirais, est uniquement associé au cas du travail. Il est très appréciable de pouvoir sortir, de ne pas avoir de bouchons et des choses comme ça.
Et effectivement, je dois dire que les conditions météorologiques sont tout à fait acceptables. Écoutez, là, avec cet hiver qui n'en finit pas par chez nous, on est quelques-uns ici à vous envier à cet instant précis, en tout cas. Quelqu'un me demande comment vous est venue l'idée de devenir astronome et qu'est-ce qui fait que votre passion soit si forte que vous habitiez à 20 000 km, non, à 15 000 km de vos racines et que vous passiez des années donc à Hawaï? Ben, ça remonte en fait à 1985. Donc j'étais scientifique en herbe. J'ai toujours aimé tout ce qui est l'ingénierie, la science. C'est vraiment un des points forts durant mes premières années à l'école. Et donc mes parents me donnaient des magazines scientifiques. Et donc en 1985, ils m'avaient donné le magazine Ciel et Espace, qui, en illustration, je pense, la colonie de Halley s'approchait. Donc il y avait toute une série d'articles qui sortaient. Il s'avère qu'en 1985, le CFHT était un des grands télescopes français. Et donc, Ciel et Espace avait fait une double page centrale. Il n'y avait que la double page centrale qui était en couleur. Et donc, moi, j'arrive là avec mes éléments de culture associée à la télé, donc avec Magnum PI, le windsurfing que j'adorais à l'époque. Et donc, pour moi, l'idée d'Hawaï était totalement différente de ce que ça allait devenir. Et donc, donc 85, j'avais 16 ans. Pour moi, j'ai ouvert ce magazine et j'ai vu ce site absolument incroyable, cette montagne, la couleur, la mer de nuages très basse, et donc ce télescope vraiment particulier, ce très beau dôme. Et vraiment, ça a frappé mon imagination. Et je dis, ça doit être sympa d'être astronome à ce télescope. Donc voilà, j'ai retroussé mes manches, j'ai travaillé de plus en plus dur. Et en sachant travailler, associer, orienter mes expertises au niveau de mon éducation, ma formation à l'université et dans les écoles d'ingénieurs par rapport aux techniques qui sont associées à l'astronomie, j'ai eu la chance finalement d'arriver ici. Donc, il y avait une très forte motivation, une direction qui existait depuis mon enfance. Et, et, je dois quand même dire que il y a cet astronome que j'étais allé voir, Madame Ménessier, à Montpellier. C'était dans ma première année d'études à l'université. Et je lui ai dit comment on devient astronome. Et elle m'avait demandé ce qui me plaisait essentiellement en termes de contexte. Est-ce que j'aime aligner les équations ou est-ce que j'aime la vie d'un site? Essentiellement, c'est la grande différence entre astrophysicien et astronome. Et donc, je dis non, moi, c'est vraiment la vie d'astronome, la vie d'un site, l'équipement, ce genre de choses, les techniques d'observation qui m'intéressent. Et elle m'avait incité, donc, ce serait plus simple que vous obteniez d'abord une formation d'ingénieur, parce qu'il n'y a pas vraiment de formation académique en France pour ce type de profil que j'ai, qu'on appelle instrumentaliste. Et donc, je suis passé par cette branche, et ensuite, je me suis orienté vers l'astrophysique en cherchant un sujet de thèse, et donc c'est Bernard Faure et Yannick Mélier à Toulouse qui m'ont pris en thèse pour justement construire une des premières caméras, la première caméra grand champ optique qui s'appelait MOCAM, que j'ai développé donc dans le cadre de ma thèse, dans le cadre d'une collaboration. Donc voilà, tout ça s'est enchaîné et pour moi, je dois vous dire que c'est un rêve devenu réalité d'être ici. Donc chaque jour, je le bénis. Oui, je comprends bien. C'est assez drôle ce que vous nous avez dit sur l'origine de votre vocation. Je travaillais à Ciel et Espace à cette époque-là et je me souviens très bien du numéro où il y avait le CFHT qui était en double page à l'intérieur. Et c'est donc en fait grâce à cette orientation plutôt technique au départ que vous vous êtes mis à faire de superbes photos astronomiques? Là, il faut remonter un peu plus tôt et je pense que bon, là, par exemple, dans tout ce travail que j'ai mis sur comment faire, comment explorer l'univers en vraie couleur, sur les longueurs d'onde optiques, avec un instrument qui est vraiment idéal, hein, c'est la très haute résolution avec beaucoup de pixels qui vous donne des très belles images de ce type. Vraiment, la passion remonte même au-delà, avant même que j'ai appris du CFHT. C'est des astronomes de générations passées qui ont fait leur travail de donner des éléments à des gens qui écrivent des bouquins qui sont donnés aux élèves dans les écoles. Et donc très tôt, je me suis retrouvé à ouvrir des livres de physique. Il y avait une belle image de galaxie ou de la tête de cheval, et ça fait toujours rêver.
Et donc, ça, j'ai jamais oublié. C'est d'une part un plaisir de faire ces images, que ça reconnecte avec une des raisons pour lesquelles j'ai également cette motivation de faire ce travail. Mais je sais également, j'espère que un jour, et je sais qu'il y a beaucoup de ces images maintenant qui sont publiées dans des magazines ou dans des livres, même pour les écoles. Et j'espère qu'il y a une de ces images qui finalement inspirera un ou des élèves à devenir astronome un jour. Oui. Donc pour moi, c'est cette connexion également de repartager en retour ce qui m'a été donné. Ce que vous venez de dire tombe très bien parce qu'un internaute nommé Valère me demande si vous conseilleriez aujourd'hui à un jeune homme qui s'intéresse à l'astronomie de devenir astronome. C'est tout un problème de passion. C'est-à-dire que si vous avez la patience et la passion, et comment dire en français, mais le drive, la passion, je pense, La motivation? la motivation de le faire, c'est un long chemin. C'est pas facile tous les jours. Moi, je me souviens quand cette personne dont je vous parlais, quand je dis ah, je veux être astronome, elle dit ah, oubliez ça, il n'y a pas de futur. Je dis ah, non, je veux être astronome. Et là, elle a vu que j'étais motivé, donc elle a commencé à répondre à mes questions. Mais il faut bien se documenter et ne pas hésiter à aller poser des questions à des scientifiques. Il ne faut pas être timide vis-à-vis d'aller dans un institut et demander aux gens ce qu'il leur a pris de leur faire, ou même d'envoyer des messages. Moi, je reçois assez régulièrement, via mon travail de relations publiques avec ces images, des gens qui posent des questions, comment devient-on astronome? Donc, il n'y a pas à hésiter à, je pense, se nourrir d'expériences des autres, mais je pense qu'avant tout, c'est travailler dur et puis ne jamais perdre sa motivation. Absolument. Il nous reste un quart d'heure à passer ensemble, le temps passe très vite en fait. D'autres questions éventuelles. Est-ce que vous avez des rapports institutionnels ou privés avec les personnels des autres télescopes qui sont situés au sommet? Alors, étrangement, essentiellement non. Ce genre d'interaction n'intéresse pas. Elles existent au niveau exécutif entre tous les directeurs, parce que c'est tout à fait logique. Mais en termes de technologie, on va parler de l'aspect technologique. Après, on pourra de l'aspect scientifique. Mais pour commencer par l'aspect technologique, il s'avère que chaque télescope là-haut est unique. C'est un design unique. Tout ça, c'est des prototypes. Il n'y a pas deux télescopes comme ceux qui sont construits sur la montagne. Hein. C'est le cas de manière générale. Et ça s'applique également aux instruments. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir des gens qui sont compétents pour votre télescope, sur votre télescope et votre instrumentation. Donc, c'est difficile de trouver un recouvrement entre les différents télescopes. Il y a des essais qui ont été faits pour que les gens interagissent, mais on est tous tellement occupés à s'assurer que notre télescope va fonctionner, que à 5 heures du soir, tout est prêt et rien ne va casser pendant la nuit, que ça occupe tout votre temps. Et donc, je dois dire que les interactions sont relativement faibles. Il y a quelques projets qui existent de connexion pour l'interférométrie entre les quelques télescopes sur la montagne. Donc ça a amené un peu une évolution des mœurs sur le sujet. Mais dans les faits, l'interaction reste relativement faible. Même pour nous qui sommes à Waimea, de l'autre côté de la ville, à je dirais 1 kilomètre de nous, on a les bâtiments administratifs des télescopes Keck. Et en fait, l'interaction est relativement extrêmement faible avec eux. Alors au niveau scientifique, il faut savoir que l'ensemble des sites sur la montagne collectent des données qui vont servir des astrophysiciens dans leurs instituts, dans différents sites en France, au Canada ou à Hawaï, dans le cas du CFHT. Et donc, nous avons la chance d'interagir avec ces gens-là quand on a des réunions des utilisateurs du télescope ou quand nous on se retrouve à des grandes conférences internationales, on va pouvoir interagir avec ses collègues. Mais c'est relativement limité. D'autant que, comme j'expliquais, on a enlevé ce facteur de visiteurs, c'est-à-dire que les astronomes ne viennent plus nous rendre visite. Et donc, essentiellement, les interactions se font par courriel et par téléphone, ou Skype, comme ce soir. D'accord. Donc, ces choses-là, ça arrive. Mais l'aspect humain, c'est un des éléments que je déplore pour étant ici, c'est qu'effectivement, on a moins d'interactions humaines que dans le passé. Et avec la population locale, quels sont les rapports entre le CFHT et la population d'Hawaï? Est-ce qu'il y a des actions
je ne sais pas, de sensibilisation à l'astronomie ou pour lutter contre les éclairages mal conçus ou que sais-je. Est-ce que le fait d'avoir des observatoires astronomiques profite aussi à la population hawaïenne? Euh, ma perception, c'est oui, absolument. D'une part, au niveau de la position au niveau de la lumière, de la conception de la lumière, dès les années 70, quand les gens se sont rendus compte que le site allait vraiment être développé, il y a eu très vite des pressions au niveau de la législation locales qui fait que les types de lampes dans les rues doivent correspondre à certains standards. Et donc tout ça, c'est vraiment bien contrôlé. Donc les gens le savent. Et quand vous regardez le niveau de l'économie, la seconde économie de l'île provient de l'astronomie parce qu'il y a beaucoup de fonds qui sont investis chaque année, que ça fait vivre des centaines de personnes qui font marcher ces télescopes. Et donc, ça injecte vraiment des éléments dans l'économie locale. Alors, on voit qu'il y a une crise économique actuelle aux États-Unis qui fait que le tourisme est une des premières économies à s'offrir de ça. Les gens restent chez eux. Et forcément, comme Hawaï, la première économie, c'est le tourisme, la situation est relativement mauvaise. À savoir, en l'occurrence, nos collègues de l'Université d'Hawaï sont dans une situation relativement noire au niveau de financement. Ils ont dû faire des blocages. Enfin, bon, c'est la situation est relativement sombre de leur côté. Et donc, pour revenir sur le sujet, sur la perception locale, il y a un point qui est difficile, c'est comment partager ce qui est fait à notre télescope. Pour beaucoup d'Hawaïens, Hawaï est le plus grand melting pot de la planète, il me semble. Hein. Vous avez toutes sortes de nationalités qui sont représentées, et à dominance japonaise et caucasienne. Et ensuite, vous avez les Hawaïens, maintenant même qui étaient natifs, sont vraiment devenus une minorité. Vous avez beaucoup de Philippinos, par exemple, des Chinois. Mais néanmoins, la population hawaïenne, de manière générale, ils voient ces dômes sur la montagne qui dominent le paysage. Hein. Vous imaginez une montagne de 4000 mètres au-dessus de vous, même si ce n'est pas aussi spectaculaire qu'une des montagnes des Alpes où la face monte très vite. Là, vous avez des pentes relativement souples, mais néanmoins, ça vous donne l'échelle est présente. Et donc, ça n'échappe à personne de voir ces points blancs sur la montagne. Alors, pendant longtemps, il y avait très peu d'efforts qui étaient faits au niveau relations publiques pour montrer ce que ces télescopes font. Parce que les gens pouvaient publier peut-être dans les magazines, dans les journaux, les canards locaux. Voilà, on a trouvé un trou noir ici, un quasar lointain, une galaxie, ceci, cela. Mais bon, ça ne parle pas forcément au grand public. Et donc pour moi, pour revenir à cette idée des images, c'est que comment on pouvait utiliser notre télescope. Hein, on est un des seuls sur la montagne pour faire ce type d'image, et on a vraiment exploité ce créneau pour donner une meilleure image à l'astronomie, que les gens connectent. Parce qu'il n'y a rien de tel que montrer une belle image pour rendre les gens vraiment excités de savoir ce qui se passe derrière. Et donc, chaque année, on a commencé il y a 12 ans, je vais vous montrer ici. Ça, c'est la version 2010. On a commencé en 2000 à publier un calendrier avec la motivation initiale étant de le distribuer dans les écoles locales et d'avoir une perception que les gens commencent à avoir une idée un peu différente, d'associer beauté et mystère de l'univers plutôt qu'un point blanc sur la montagne. Et je pense qu'il y a, en parlant au directeur de l'Université d'Hawaï il y a quelques mois sur ces réflexions quant à la venue du TMT sur le Mauna Kea, il y a eu un énorme effort au niveau relations publiques pour sensibiliser les gens à la présence des télescopes sur la montagne, qu'ils aient meilleure connaissance et compréhension de ce qui est fait, pourquoi on le fait, comment on le fait, quelles sont les sources de financement, etc. Parce qu'il y avait un certain niveau d'incompréhension qui provenait de là. Il y a un groupe une minorité, hein, vraiment une vraie minorité hawaïenne qui s'oppose très vocalement à la présence des télescopes sur la montagne, puisque c'est une montagne sacrée. Et donc, il faut être extrêmement précautionneux. Et donc, moi, je suis très heureux d'avoir contribué, d'avoir amené ma petite contribution via les images à cette amélioration de la perception de l'astronomie à Hawaï.
Oui, effectivement, c'est important. Moi, je pense effectivement que le calendrier que vous avez montré tout à l'heure, le film que nous avons passé, c'est probablement des moyens de faire une information à des gens qui, sinon, ne seraient pas spécialement intéressés par ce qui se passe quelques milliers de mètres au-dessus d'eux, tout simplement. Jean-Charles Cuyandre, je crois qu'on va devoir conclure. Il est -5, il est bientôt 1 h du matin chez vous, c'est ça? Absolument, oui. C'est ça. Ouais. Donc il serait peut-être temps pour vous de passer à autre chose. Je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Je rappelle que les plus belles images astronomiques que j'ai vues, et Dieu sait si j'en ai vu, sont sur le film Hawaiian Starlight que vous nous avez fait passer. Et je voudrais également annoncer le prochain direct qui aura lieu le 10 mars à 17 h 30 avec Boris De Witt de l'IRD, qui est océanographe, spécialiste d'El Niño, et nous serons en direct de Lima au Pérou. Jean-Charles Cuyandre, je vous remercie infiniment d'être intervenu sur universcience.tv. Merci, au revoir. Au revoir.